Cosmodrome vient de se refaire une beauté. Qu'est-ce qui ont été les facteurs qui ont mené à cette décision-là? OK. Le Cosmodrome a ouvert en 1994. Donc, on disait, après 17 ans d'exploitation, on devait renouveler la partie muséale, c'est-à-dire la partie où ce que le grand public peut venir voir ou faire connaissance avec le Cosmodrome. Vous savez, au Cosmodrome, il y a deux entités. Vous avez le camp spatial et vous avez le Centre des sciences de l'espace. Le Centre de sciences de l'espace, on devait le renouveler parce qu'on n'y avait pas touché du tout en 17 ans. Et évidemment, pour suivre l'actualité spatiale, que ce soit en matière d'astronomie ou en astronautique, on devait justement modifier le musée. Sauf qu'en modifiant le musée, on voulait aussi aller chercher l'intérêt des jeunes auprès des sciences de l'espace. Et on s'est dit, on devait avoir un genre de musée unique au monde, à ce que ça soit virtuel et interactif. Et c'est ça qu'on est allé chercher là, avec le concept qu'on a aujourd'hui. Tout ce qui est au niveau de la matière à l'intérieur, ça, on a travaillé ça ici à l'interne avec un comité scientifique. GSM, eux, a travaillé au niveau de la conception des modules, le design, laboratoire, station spatiale, base lunaire. Là, bon. Et on a fonctionné avec ça, avec le comité scientifique, a fonctionné aussi avec le ministère de l'Éducation. Parce que non seulement on voulait avoir un musée interactif virtuel, mais on voulait aussi que ça soit éducatif, ludique, pour que tout le monde comprenne. Non seulement les jeunes, notre cible, nous, c'est les 9-15, mais on voulait aussi que le grand public comprenne ce que c'est les sciences de l'espace. Parce que souvent, on parle de fusée, puis les gens ils sont frileux de ça. C'est bon, dans quoi qu'on s'embarque? Je connais pas ça. On a envoyé ça sur la Lune. Julie Payette est allée sur la Lune. Non, il y a des nuances. Et c'est ça c'était le mandat. Et la mission du Cosmodrome, c'est justement faire comprendre aux gens cette fameuse science astronautique après 50 ans d'exploitation. GSM, nous arrive avec une idée. La première chose qu'on avait à faire, ça fait environ 1 an. Moi, ils m'ont donné un tableau, puis ils m'ont dit, OK, à l'intérieur des modules, on veut... C'est quoi tu veux comme parcours? C'est quoi tu veux comme... de quoi tu veux on parle? Est-ce qu'on parle des débris spatiaux? Est-ce qu'on fait une mission seulement sur les débris spatiaux? Est-ce qu'on fait une mission seulement pour parler de la Lune, ou toutes les planètes du système solaire, etc.? Bien, évidemment, il y a tellement de sujets en astronautique, puis je ne voulais pas avoir juste un sujet sur le scaphandre d'un astronaute, ou juste sur la Station spatiale internationale. Alors, j'ai dit, OK, on va y aller d'une façon historique. La première mission que j'aimerais proposer aux gens, une mission de 60 minutes, c'est le rêve impossible. Rêve impossible, en 1903, quand les frères Wright ont fait le premier vol en avion, personne ne pensait un jour qu'on pourrait aller marcher sur la Lune. Oui, c'est ça, exactement. Et on voulait faire comprendre aux gens, oui, bon, c'est quoi le début du programme de l'astronautique? Sputnik, Gagarine, les Vostok, Mercury aux États-Unis, les fameux John Glenn, et après ça, on arrive au premier homme sur la Lune avec Neil Armstrong. Mais après Armstrong, il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu les stations spatiales, le programme des navettes qui a duré 30 ans, qui se termine cette année, et aussi, avec la fin, l'assemblage de la Station spatiale internationale. Fait que tout ça fait partie de la première mission. Fait qu'on s'est dit, on va parler des différents sujets. Moi, c'est important qu'on parle des navettes, qu'on parle de la station, qu'on parle des premiers vols dans l'espace. Même le premier V2 qu'on a envoyé dans l'espace dans les années 40, même après la guerre, là, on a utilisé les V2 au Nouveau-Mexique pour justement faire de la photographie en haute atmosphère. Fait que ça, c'est important qu'on en parle. Deuxième sujet, c'est l'incontournable, c'est le futur, ça fait partie de notre jeunesse. Et je dis toujours que la première personne qui va marcher sur Mars un jour, en ce moment, c'est un enfant sur Terre. Et ça sera pour 2030-2035. J'ai dit objectif Mars, donc mission planète rouge. Mars fait partie, c'est une mission complète. Il faut que les gens comprennent que c'est très différent du programme spatial Apollo. Apollo, ça prenait 3 jours pour se rendre sur la Lune. Là, il faut faire comprendre aux gens que Mars, c'est entre 7 et 8 mois. Il faut rester là-bas. La mécanique céleste fait en sorte qu'on ne peut pas revenir tout de suite de Mars. Alors, dans cette mission-là, les gens, ils deviennent comme des astronautes, ils prennent part de cette mission-là et ils doivent comprendre toutes les difficultés psychologiques, les longues durées, la nourriture, les débris humains, tout ce parcours-là, et en arrivant sur Mars, faire leur mission et le voyage de retour qui risque d'être monotone, long, épouvantable, parce que là, il n'y a plus de défi, la mission est réalisée. Puis on l'a fait avec la mission Mars 500, le 520, en Russie. C'était ça le problème des gens. C'est ça qu'on va faire avec avec cette mission-là. Et la dernière mission, vu qu'on est un centre de l'astronautique, on devient la nouvelle cité de l'astronautique, moi, c'est important qu'on parle des sondes spatiales. Ça, c'est mon bébé. Et on devait parcourir toutes les planètes du système solaire avec les sondes.
faire comprendre aux gens c'est quoi une sonde spatiale, c'est quoi ces prospecteurs qu'on envoie là-bas, et qui vont faire en sorte qu'ils vont préparer un jour les premiers pas des hommes et des femmes qui vont marcher sur ces planètes-là, ou ces cailloux-là, peu importe astéroïdes, etc. Fait que c'est ces 3 missions-là. On s'est basé sur ces 3 choses-là, et on parle de tout. Avec la mission Le Rêve Impossible, on parle de toute l'histoire de l'astronautique. Planète Rouge, on parle de la planète Mars, la future mission habitée. Et les sondes spatiales, on touche à toutes les planètes du système solaire, et on parle même de l'au-delà avec les images à la toute fin du télescope spatial Lobo. Quand je suis rentré comme directeur général, je voulais offrir un centre de documentation, un centre de ressources spatiales, qui est le centre Yuri Gagarin. On le met en l'honneur du premier homme dans l'espace, vu qu'on représente l'astronautique. Et cette année, c'était le 50e anniversaire du premier vol de Gagarin. Et à l'intérieur maintenant du Cosmodrome, mais là, vous avez l'entité camp spatial, la nouvelle section exposition musée avec les 3 missions, virtuelles, interactives, et le centre de documentation Yuri Gagarin. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, en astronomie, en astronautique, puis qu'est-ce que tu as eu comme parcours avant d'arriver comme directeur général? Bon, tu dis que tu étais employé, là, mais oui, il y a eu d'autres choses. Ben, à l'âge de 7 ans, évidemment, je pense comme tout passionné de l'astronomie, c'est de regarder le ciel avec un télescope. Mais moi, mon télescope, c'est un télescope qui avait environ 1,5 pied, puis il était noir et blanc. Et quand je le mettais à l'envers, parce qu'il fallait j'ouvre le tube qui s'allonge, en fin de compte, c'est comme un télescope de bateau, je ne sais pas comment appeler ça. Le soir, je faisais de l'observation, et le jour, je m'en servais comme fusée, parce que ça ressemblait à la fusée Saturne V. Et mon père, c'est un passionné de l'espace. Peut-être pas aussi passionné que moi aujourd'hui, aussi ancré, là, mais passionné ne veut pas dire non plus, là, je ne suis pas un tricky là, qui ne vit que de ça. J'ai une vie, quoique, à 90% c'est sur l'espace, mais je me suis toujours passionné à ça. Au lieu de jouer au hockey dehors jeune avec mes chums dans l'UL, je faisais des recherches sur les planètes du système solaire. Et c'est comme ça que j'ai appris. Il n'y a pas de cours à l'université qui vont me dire telle fusée, c'est telle mission, puis c'est avec telle fusée qu'on envoie telle sonde spatiale. Je les apprenais par cœur. Et jeune, à partir de l'âge de 10 ans, j'allais sur l'ancien site de l'Expo 67, qui était devenu Terre des Hommes. Et sur ce site-là, il y avait un pavillon qu'on appelait le pavillon de l'insolite. Et à l'intérieur de ce pavillon-là, on parlait des premiers vols de la navette spatiale. On parlait des fusées. Il y avait une grande fusée Saturne V à l'intérieur de ce pavillon-là, un pavillon thématique. Et j'allais là à tous les 3 jours. Et j'apprenais par cœur tous les panneaux qu'il y avait sur les murs. C'était ma façon de faire. Il n'y avait pas d'ordinateur dans cette époque-là. C'était comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenu un passionné, puis j'ai appris des choses de par cœur. Et ça m'a emmené en histoire. Je suis devenu un historien. J'ai fait ma maîtrise sur le programme spatial américain. Et j'ai commencé à travailler au Cosmodrome en 1995, et ça m'a emmené à faire de la télévision parce qu'il fallait parler des vols de Julie Payette, le premier vol de Chris Hadfield, Bjarni Tradvassen, et bon, et c'est ça. Puis après ça, en commençant à la télévision, je suis devenu analyste en astronautique, plus sérieusement. Radio-Canada est venu me chercher. Je suis parti du Cosmodrome parce que l'ONU m'a appelé, parce qu'on avait j'avais étudié en relations internationales et histoire, et ça m'a permis d'aller travailler sur la commission Outer Space, qui est la commission extra-atmosphérique aux Nations Unies, pour des pays d'Afrique, dont les Comores. Et ça m'a permis de travailler à New York pendant 5 ans, de faire le tour du monde grâce à ça, grâce à ce travail-là, qui était relié encore une fois au programme spatial. Et après ça, la direction générale a proposé au conseil d'administration du Cosmodrome et au comité exécutif de m'avoir au sein du conseil. Alors, je suis rentré au conseil d'administration il y a 3 ans et demi maintenant. Et après ça, ils cherchaient un directeur général, et je me suis proposé comme ça. Et là, tout le monde autour de la table, ils ont dit « Enfin! » Il a compris. Je ne savais pas, je ne me l'avais pas demandé. Mais voulez-vous que je pourrais faire ça parce que là, je voyais le nouveau musée arriver, et j'ai dit « Mon Dieu, c'est mon bébé. » Puis moi, j'ai toujours travaillé au musée. Je commençais à travailler ici au Cosmodrome en 1995, puis j'ai toujours travaillé au Centre des sciences de l'espace. J'ai dit, regardez, on va le faire. Puis ils m'ont donné carte blanche. La façon que je voulais voir ce musée-là, moi, ils m'ont dit, tu as 10,5 millions, alors fais un musée. Un musée. Je me suis amusé en grand. Je suis allé chercher des collaborateurs, évidemment. Je suis allé chercher des gens qui viennent justement des astronomes amateurs de Laval. Yvon Labbé a travaillé sur ce comité scientifique-là. M. Olivier Robert aussi, ancien chroniqueur et journaliste du quotidien La Presse. Et je suis allé chercher aussi Réal Damour, l'ancien journaliste télévision, qui était toujours, il siégeait à Houston tout au long du programme des navettes spatiales aux États-Unis. Alors, je suis allé chercher des amis et des collaborateurs qui sont devenus mon comité scientifique.
Et nous, là, on refaisait les textes au complet de GSM, puis on vérifiait à ce qu'il n'y ait pas de faute, tout ça, puis le bon langage, tu sais, c'est ça qu'on vérifiait. Et jusqu'à la dernière minute, on a fait ça, là, jusqu'à la mise en place. Alors, tout ce que vous avez à l'intérieur des modules, l'information qui est à l'intérieur de tous les modules des 3 missions, plus les informations sur les cartels à l'intérieur du musée, ça a tout passé par le comité scientifique. La NASA t'a nommé à un comité, c'est quoi au juste? OK. Quand je suis devenu directeur général, moi, je suis directeur général de Camp Spatial Canada, Space Camp Canada. Et j'ai mes homologues. Nous, on a une licence avec le US Space Camp aux États-Unis, qui est à Huntsville, Alabama. C'est la maison mère qu'on appelle. Et à tous les ans, je dois avoir une rencontre avec mon homologue qui se trouve à être le CEO là, du US Space Camp à Huntsville, Alabama. Et l'année passée, quand je les avais rencontrés la première fois, en septembre 2010, c'est ça, ils m'ont dit qu'eux faisaient partie, au niveau du département d'éducation, ils représentaient le département d'éducation sciences spatiales au sein du siège de la NASA à Washington. Et il n'y avait pas personne, eux autres, cette année, à représenter là. Ils ont eu des gros changements au niveau administratif. Et habituellement, c'est toujours eux autres qui sont là. Jamais ils vont laisser la place à quelqu'un d'autre, surtout qui ne fait pas partie d'un US Space Camp. Le US Space Camp, il y en a 5 à travers le monde. T'sais, on appelle US, mais des Space Camp avec la licence Space Camp, là, il y en a 5. Et là, moi, je vais les rencontrer, je leur donne mon intérêt. Puis je ne sais même pas que ce comité-là existe en soi. Là. Et là, ils me le proposent durant un dîner. Ça faisait 3 heures que j'étais rendu là. Ils me proposent si je voulais siéger sur ce comité-là, vu que j'avais les connaissances en astronautique. Et eux, il n'y avait pas personne. Ils se sont dit, puis c'est un mandat de 2 ans. Je leur ai dit oui. Après ça, eux, ils ont proposé ça à la NASA, ce conseil-là, ce board-là, là, au sein de la NASA. Et la NASA a effectivement dit oui. Ils m'ont rencontré en septembre dernier. Pas vrai. En mai dernier et en septembre dernier, j'ai eu la confirmation. Et à partir du 1er octobre, je siégeais sur ce nouveau comité-là pour une période de 2 ans, à titre de représentant, oui, du Space Camp Canada, mais aussi comme analyste en astronautique, spécialiste dans un domaine qui est l'astronautique. Et le fait que je vais souvent aussi commenter les lancements de la navette au Centre spatial Kennedy, donc j'ai déjà des contacts avec la NASA. Et là, nous, le travail qu'on a, les 17 ensemble, parce qu'il y en a qui sont des membres du Congrès américain, il y en a qui sont des membres, évidemment, du board de la NASA, on fait partie du comité sur le futur de l'exploration spatiale habitée des États-Unis. Et là, on parle de toutes sortes de choses. On a une rencontre comme ça 4 à 5 fois par année, et on donne des avis, tout simplement, sur le futur du programme spatial. Mais avoir ce poste-là, c'est une bombe, là, je veux dire, ça a fait une... C'est plus que même la direction générale du Cosmodome, là. Et là, dans tous les journaux, on se sert de ça parce que ça a une notoriété importante. Moi, pour moi, là, c'est comme, ça suit le cours des choses. Tu sais, c'est comme, oui, c'est parfait, puis tant mieux si je fais ça. Moi, mon rêve un jour, c'est d'aller travailler pour les archives de la NASA à Washington. Fait que je pense que je me suis basé dans la bonne direction, là. Mais grâce au US Space Camp, j'aurais pas pu tout seul cogner aux portes de la NASA à Washington puis dire « Ah, oh, regarde, là, je suis un petit Canadien, Canadien-Français, puis j'aimerais ça travailler avec vous autres au board. Ouais, t'es qui, toi, là, tu sais? » Et ça, tout ça ça m'a permis, évidemment, de rencontrer les Neil Armstrong, tous les 9 astronautes qui restent sur Terre en ce moment, qui ont marché sur le sol lunaire. Et évidemment, je suis un passionné du programme Apollo puis du programme Gemini. Évidemment, j'ai tout rencontré ces astronautes-là, aujourd'hui vivants, ceux qui sont vivants, évidemment. Là, grâce à ces opportunités-là, ces portes qui sont ouvertes là, dans le domaine de l'espace, parce qu'on a des postes élevés. C'est juste des postes de direction et ça nous permet de rencontrer tout ce monde-là. J'avais même pas averti mes parents. Mes parents l'ont su par les journaux. J'avais été nommé au sein du conseil de la NASA. C'est quoi cette affaire-là? Ben oui, ma mère là, a appris ça le matin à Radio-Canada parce que j'avais passé à RDI. Et il préparait Nemo 15 avec l'astronaute David Saint-Jacques. C'était un test qu'il faisait dans l'océan Atlantique. Et en même temps, il venait de savoir que j'avais été nommé au conseil d'exploration spatiale, un comité conseil. Puis, et c'est ça, je les avertis le soir même, après que la télévision l'a su. Là, puis là, évidemment, là, tout le monde m'appelait. Puis là, même les journaux ici, évidemment, de Laval, tout ça. Et là, ça a fait boule de neige. Évidemment, j'avais averti mon conseil d'administration. Et eux autres étaient bien contents de ça. Mais ils savaient depuis le mois de mai. Là.
Avril, mai. Eux autres le savaient, puis tes parents ne savaient pas. Non, parce que tant si longtemps que ça n'avait pas été, parce qu'il fallait que je les avertisse, Ouais. ça vous dérange-tu si je t'ai lu? Ben là, les autres. Ta partie préférée dans le nouveau Cosmodome, c'est quoi, puis pourquoi? C'est sûr, moi, j'ai un coup de cœur pour le centre, le musée, tu sais. On peut plus l'appeler musée parce que maintenant, c'est rendu, c'est la cité de l'astronautique, mais cette partie-là, où il y a les 3 missions virtuelles, où il y a l'exposition permanente, pour moi, ça va toujours rester mon bébé. Je me promènerais dans ce musée-là à tous les jours, tous les soirs, les lumières, tu sais, le tamisé, c'est ma place, je vivrais là, tu sais. Il y en a qui font des films, tu sais, la nuit au musée, là, Ouais. ça sera pas mal mon style, là, tu sais. Je suis un gars musée, je sais pas, je suis attiré par ça, là, tu sais. Oui, j'aime la salle d'entraînement du camp spatial, mais quand je suis rentré ici comme animateur, j'étais guide. Premièrement, au début, j'étais un guide du Centre des sciences de l'espace du musée, non pas autre chose. Comment suggères-tu qu'une personne ou une famille visite le Cosmodome? En une journée ou marathon qui font tout, ou qu'ils reviennent puis qu'ils reviennent? Ah, ben j'aimerais mieux qu'ils reviennent, parce que... Ouais, pas la glace. Oui, ben il faut pas le cacher non plus, c'est du repeat business qu'on veut faire, parce que, bon, on veut qu'ils viennent participer aux 3 missions. Ils peuvent le faire en une journée, là, tu sais, puis il y a même des rabais pour ça, là, tu sais. S'ils font 2 missions, il y a un rabais de 3 $. S'ils font les 3 missions, il y a un rabais de 6 $ sur le prix global, là, tu sais. Et c'est pas cher non plus, parce que c'est 15 $ pour les adultes, puis 12 $ pour les enfants. À comparer à d'autres centres des sciences, que ce soit juste à Montréal, ou même à Toronto ou à Ottawa, c'est vraiment pas cher ici, là. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens viennent. Ça, c'est payé par mission? Oui, Okay. Le prix par mission. Mais c'est préférable que les gens reviennent. Tu sais, ils peuvent faire 2 missions à une journée puis qu'ils reviennent pour la 3e, ou peu importe. Tu sais, je veux dire, moi, je veux qu'ils reviennent au Cosmodome. Et il n'y a rien qui nous empêche, dans 2 ans, 3 ans, de refaire une 4e mission. Exemple, si la NASA décide d'envoyer maintenant des êtres humains sur un astéroïde, on va devoir faire une mission virtuelle interactive sur un genre de mission. Ce que serait le genre de mission si on enverrait des êtres humains sur un astéroïde là, qui tourne entre Mars et Jupiter. Et pourquoi pas, là, tu sais. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens reviennent. Et il y a des modifications aussi qui seront faites parce qu'à l'intérieur du musée, vous avez vu qu'il y a un espace pour faire des conférences. Et je veux toujours inviter les gens. Ça va recommencer, les conférences que j'appelle Clair de Lune. Là. Les conférences vont toujours être présentées avec les gens du CRAC, c'est-à-dire les gens, les astrophysiciens de l'Université de Montréal et ceux aussi de l'Université Laval. Ça va être ouvert au grand public et ça, c'est des soirées gratuites. Alors, je veux que les gens soient toujours imprimés dans ce nouveau Cosmodome-là qui va faire différentes offres, évidemment. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on vise? On va avoir une exposition temporaire sur Vivre dans l'espace de l'Agence spatiale canadienne. Aussi, on devrait recevoir la capsule spatiale d'Apollo 15. Et dans l'autre année d'après, on reçoit des météorites, une collection de météorites internationales qui va être présentée en été 2013. Alors, non seulement avec les 3 missions permanentes, il va y avoir de la documentation illimitée à présenter, mais aussi des expositions temporaires là, pour justement offrir au grand public là, un choix là, que le Cosmodome, bien, vous pouvez revenir là, à tous les ans au moins. Là. Puis tu dis aussi qu'on peut faire la même mission, mais qu'elle ne soit pas exactement pareille. Ouais. C'est ça, parce qu'on a fait dans cette exposition-là, il y a 17 modules. C'est une mission intermodulaire, qu'on peut dire. Et dans chaque mission, vous n'en faites seulement que 6. Ça se peut que vous reveniez pour une mission, encore une fois, tu te dis, hey, moi, la planète rouge, j'ai adoré ça, j'y retourne, il faut que je réussisse mieux que ça que j'ai fait l'autre fois. Parce qu'il y a des défis de difficulté, là. Il y a débutant, il y a intermédiaire, puis il y a expert. Fait que les gens peuvent faire 3 styles de mission, 3 styles de catégorie de mission dans la même mission en soi. Et si la personne veut revenir, ça se peut qu'il se retrouve dans des modules complètement différents que lorsqu'il est venu pour la première fois. Et c'est ça qu'on veut. À part des corridors qui ressemblent beaucoup à des films de science-fiction, ou le futur pour nos jeunes, parce que pour les jeunes, c'est comme « Oh mon Dieu, ça va être comme ça un jour sur la Lune, tu sais. » Bien, tant mieux. Si on va chercher cet imaginaire-là, qu'on veut que les gens reviennent, justement, bien, il faut les présenter dans différents modules. Et c'est ça qui va faire en sorte que les jeunes et les adultes vont revenir refaire une mission virtuelle.